Jeudi 1er septembre, Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre. Tout de suite les titres de ce journal. Libye, le choix de Bathily comme émissaire. Il a une nouvelle fois été proposé par le secrétaire général de l'ONU. Elle avait été rejetée la première fois par les autorités libyennes sans en donner les raisons. Accueil du président de la République arabe sahraoui démocratique Brahim Ghali par le président tunisien Kais Saïed à Tunis. Un accueil qui continue à faire couler beaucoup d'encre. Nucléaire iranien, un accord serait-il une solution à la crise énergétique mondiale? Le nucléaire iranien pourrait offrir une alternative non négligeable au gaz russe. On en parle dans un instant. Conflit en Ukraine, les inquiétudes concernant les fuites nucléaires de la centrale de Zaporizhia persistent. L'Agence internationale de l'énergie atomique tente d'apaiser les tensions en envoyant une équipe d'experts sur le site. Et la candidature d'Abdoulaye Bathily, ancien ministre sénégalais, une nouvelle fois proposée par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, afin d'assurer sa mission en Libye. Elle avait été rejetée la première fois par les autorités libyennes sans en donner les raisons, estimant cependant par la voix du représentant libyen à l'ONU que son pays mériterait mieux. Leila Gertal. Le gouvernement libyen s'oppose à la nomination de l'ancien ministre sénégalais Abdoulaye Bathily, proposé par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Il avait, il y a quelques mois seulement, proposé le nom de l'Algérien Sabri Bourkhadoum, mais la candidature n'a pas plu à tous, y compris certaines parties occidentales, dont l'influence est profonde en Libye. Après les affrontements donc sanglants de la semaine dernière ayant fait 32 morts et 159 blessés, l'inquiétude et la peur ont refait surface par le fait que le statu quo libyen, ponctué par des violences et des affrontements armés sanglants entre les partisans des deux gouvernements en Libye, n'embrase le pays et ne fasse tache d'huile sur les pays voisins de la sous-région. Bref, une solution s'impose. Mais quelle est-elle? Et c'est bien dans ce sens que le Conseil de sécurité vient de proposer le nom d'Abdoulaye Bathily comme le nouvel émissaire de la mission onusienne pour la Libye. Seulement, il existe un hic. Le chef du gouvernement libyen, Abdelhamid Dbeibah, refuse cette candidature sans en fournir les raisons, rendant ainsi la tâche plus difficile qu'elle ne l'est déjà pour la Libye et le Conseil de sécurité de l'ONU. Après la démission de Jan Kubitsch en novembre dernier, toutes les propositions faites ont échoué pour absence de consensus ou d'unanimité. Le dossier est donc suspendu après les réserves émises par les autorités libyennes. Nous pensons que nous méritons un représentant qui soit mieux sélectionné, a rétorqué en ce sens Tahar Sonny, le représentant de la Libye à l'ONU. Depuis la démission de Jan Kubitsch, le secrétaire général de l'ONU et le Conseil de sécurité éprouvent du mal à trouver un candidat recueillant l'adhésion de l'ensemble des partis. Il faut en effet rappeler que la candidature doit convenir aux différentes parties ou acteurs libyens, à l'Union européenne, aux États-Unis, aux pays du Golfe ainsi qu'à l'Égypte. Bref, une mission qui relève de l'impossible. On va en parler avec Monsieur Riyad Sidawi, directeur du CARAPS. Bonsoir monsieur, vous êtes en direct avec nous via Skype. Bonsoir. Alors Abdoulaye Bathily sera probablement prochain envoyé spécial de l'ONU en Libye après une première opposition de Dbeibah. Est-ce que vous pensez que le Conseil de sécurité validera sa candidature cette fois? On ne sait pas exactement qu'est-ce qui va se passer, mais ce qui est sûr que la Libye, il y a plusieurs acteurs, plusieurs protagonistes, que ce soit libyens ou étrangers dans les ingérences des affaires libyennes. Un petit rappel historique quand même, en 2011, l'OTAN a cassé à la fois, l'a détruit à la fois l'État libyen, le gouvernement libyen et le régime libyen. Ce qui nous intéresse évidemment, c'est l'État libyen. Dire État, comme disait Max Weber, c'est avoir le monopole légitime de la violence. Ça veut dire une seule armée, une seule police nationale. Tout ça n'existe pas. Donc, avec les ingérences étrangères, on a bien
vu qu'ils ne veulent pas la candidature de M. Sabri Bourkadoum. Pourquoi? Parce qu'il est algérien, parce qu'il connaît la langue arabe, parce qu'il connaît les tribus, parce qu'il a beaucoup de chances de résoudre les problèmes libyens, parce que son pays est neutre vis-à-vis des protagonistes. Je pense, moi, que l'OTAN ne veut pas vraiment et sérieusement résoudre la question libyenne. Je pense qu'il y a un plan assez profond, c'est la partition de la Libye. Je me souviens bien en 2011, certaines voix célèbres en France disaient que, en fait, la Libye c'est un État composé de trois États. Il existe trois États libyens, la Cyrénaïque à l'est, la Tripolitaine à l'ouest et le Fezzan au sud. Mais je suis toujours pessimiste à l'égard de la crise libyenne. Pourquoi? Parce qu'il y a trop d'ingérence de grandes puissances internationales, à l'exception de la Tunisie et l'Algérie qui veut vraiment du bien pour les Libyens et qui veut vraiment que la Libye soit en sécurité. Riyad Sidawi, vous l'avez bien rappelé, Sabri Bourkadoum qui avait déjà été proposé par Guterres, mais qui n'a pas trouvé d'écho. Dans ce cas précis, Bathily, est-ce que Bathily serait l'homme de la situation, Riyad Sidawi? Abdelhamid Biba l'a refusé, sans donner, une fois elle a refusé, sans donner pourquoi, sans expliquer pourquoi. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a changé pour que cette fois-ci va l'accepter. Parce que aussi, il faut convaincre les membres du Conseil de sécurité, les 5 membres permanents qui ont le droit de veto, et les 10 autres permanents, et surtout tous les protagonistes libyens. Et les protagonistes libyens sont très, très, très nombreux. Merci Riyad Sidawi, vous étiez en direct avec nous. Je le rappelle, vous êtes directeur du Centre arabe de recherche. Et puis, dans le reste de l'actualité au Mali, les appels se multiplient pour la mise en place de l'autorité indépendante de gestion des élections. L'organe nouvellement créé par les autorités de transition sera chargé de gérer les différents scrutins pour assurer le retour des civils au pouvoir. Souad Ben Batouche. Préoccupée par le retard accusé dans l'installation de l'autorité électorale, la Coalition pour l'observation citoyenne des élections au Mali appelle les autorités de transition à accélérer le processus pour respecter le calendrier des réformes politiques et électorales. Cet appel de l'importante plateforme composée d'organisations de la société civile intervient alors que le processus concernant l'AJ devrait être finalisé au plus tard le 19 septembre, et ce pour respecter le délai de 6 mois entre sa mise en place et le référendum sur une nouvelle constitution. Pour rappel, le président de transition malien, le colonel Assimi Goïta, a promulgué fin juin la loi électorale, un prérequis à l'organisation d'élections et un retour à l'ordre constitutionnel au Mali. À noter qu'une élection présidentielle est prévue en février 2024 et un référendum sur une nouvelle constitution le 19 mars 2023. Des législatives doivent aussi se tenir en octobre et novembre l'an prochain et des élections locales en juin de la même année. Ce calendrier a été fixé à Bamako à l'issue d'assises intermaliennes pour un retour progressif au pouvoir des civils dans ce pays du Sahel, secoué par 2 coups d'État militaires en août 2020 et en mai 2021 et en proie à des insurrections terroristes et des violences intercommunautaires. En Afrique du Sud, la capitale Pretoria a vu la création du mouvement de solidarité sud-africain pour la défense de la cause sahraoui. Ce mouvement a pour objectif de mettre en exergue la lutte pour le recouvrement de la souveraineté du Sahara occidental sur l'ensemble de ses territoires. La naissance de ce mouvement s'est faite en présence de figures politiques, diplomatiques et membres du Parlement sud-africain. Et justement, on écoute à ce propos l'ambassadeur de la République arabe sahraoui démocratique à Pretoria. Yesterday in Pretoria, the capital of South Africa, hier, à Pretoria, capitale de l'Afrique du Sud, un nombre important d'activistes politiques et de la société civile, plusieurs personnes qui viennent de milieux différents, ont manifesté leur soutien avec le peuple sahraoui. C'était très important parce qu'ils ont adopté un plan d'action pour les années à venir. Ils ont élu un comité qui va se charger de travail. L'Afrique du Sud est déterminée à mettre en œuvre son expertise en faveur de la lutte du peuple sahraoui.
Et puis cet accueil qui continue à faire couler beaucoup d'encre, celui du président de la République arabe sahraoui démocratique, Brahim Ghali, par le président tunisien Kais Saïed à Tunis à l'occasion du sommet Afrique-Japon. Rabat multiplie les gesticulations à l'encontre de Tunis. La crise diplomatique ouverte au Maghreb attire l'attention de l'opinion publique arabe sur la cause du peuple sahraoui en lutte pour son droit à disposer de lui-même. Sofiane Baroudi. La participation de la République arabe sahraoui démocratique, membre fondateur de l'Union africaine à la TICAD de Tunis, a ouvert un cycle de crise diplomatique impulsé par le Royaume du Maroc. Cette participation n'est pas la première. Le président de la RASD a participé à Bruxelles au sommet Union africaine-Union européenne, aux côtés de ses homologues de l'organisation continentale. Toutefois, les tensions diplomatiques inaugurées par le retrait de l'ambassadeur marocain en Tunisie et le geste naturel de réciprocité arboré par la Tunisie augmentent significativement l'isolement diplomatique de Rabat dans l'environnement régional maghrébin. L'un des résultats de cette crise est d'avoir attiré l'attention de l'opinion publique arabe sur la cause du peuple sahraoui en lutte pour son droit à disposer de lui-même. À ce propos, un journal émirati a dans une première publié un entretien avec le président de la République arabe sahraoui démocratique et le secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali. Plusieurs observateurs se demandent si ce geste peut indiquer un changement dans le traitement arabe de la question du Sahara occidental. À l'occasion de cet entretien, le leader sahraoui a qualifié l'attitude marocaine à l'encontre de la Tunisie, je cite, d'exagérée et de colérique. Et il a ajouté que le sommet Afrique-Japon célébré à Tunis a été une grande réussite, malgré les tentatives honteuses de court-circuiter cet événement et d'attenter à la souveraineté, à la réputation et au rang de la Tunisie sur la scène régionale, continentale et internationale. Après avoir enregistré des percées importantes en Amérique latine, comme en témoigne dernièrement la relance des relations avec la Colombie, la diplomatie sahraoui, très enracinée dans sa profondeur africaine, voit aujourd'hui croître l'intérêt arabe pour la cause légitime du peuple du Sahara occidental. Les correspondances avec le combat du peuple palestinien sont nombreuses, notamment après l'accélération de l'alliance coloniale tissée entre la monarchie marocaine et l'entité sioniste. La Ligue arabe a pris en charge dès sa fondation en 1948 la cause palestinienne et cette question n'est toujours pas résolue aujourd'hui. C'est pourquoi le peuple sahraoui, le Front Polisario et la République arabe sahraoui démocratique ne veulent pas peser négativement sur la Ligue arabe afin de permettre un dénouement favorable de la cause palestinienne. Après quoi, nous considérons naturellement que notre adhésion à l'instance régionale se fera spontanément. Le sommet arabe d'Alger, prévu le 1er novembre prochain sous le signe de la solidarité avec la Palestine, devra unifier les aspirations arabes et renouer avec la glorieuse histoire du panarabisme combattant au service des peuples de la région. Énergie, rencontre en Algérie entre le ministre algérien de l'énergie et des mines, Mohamed Arqab, et l'ambassadeur de la République arabe syrienne, Namir El Ghanem. Une rencontre durant laquelle les deux hommes ont examiné les possibilités de partenariat et d'investissement dans les domaines énergétiques et miniers. Il a été convenu de la mise en place d'un groupe de travail technique des deux ministères chargés de l'énergie et des mines et qui sera chargé d'établir une feuille de route afin d'assurer leur réalisation. On va continuer à parler économie, focus sur les exportations de l'Afrique du Nord vers l'Union européenne. Et selon les statistiques de la Commission de l'Union européenne, l'Algérie est en tête du classement avec 18 milliards d'euros d'exportation au premier semestre 2022. La Libye est classée deuxième avec 11,6 milliards d'euros. La Tunisie prend la 5e place avec 6 milliards d'euros d'exportation vers l'Union européenne. Économie toujours. Au Maroc, le déficit commercial a augmenté de 53,3% au titre des 7 premiers mois de l'année en cours par rapport à la même période en 2021. Il dépasse la barre des 17 milliards de dollars selon l'Office de change du Maroc. Il s'agit là d'une hausse historique jamais enregistrée dans le pays. Les détails avec Mohamed Wali Ben Chaban. L'économie marocaine continue de battre de l'aile. En témoignent les différents indicateurs publiés ces derniers jours par des organismes locaux spécialisés, relevant une hausse du déficit commercial historique du Royaume, dépassant des 7 milliards de dollars
durant les 7 premiers mois de l'exercice en cours. S'agissant du déficit commercial, il s'est creusé de 53,5% à la fin du mois de juillet 2022 par rapport à la même période de 2021, selon les données de l'Office d'échange marocain. À ce titre, les importations des céréales ont bondi pour atteindre une valeur de 5,15 milliards de dollars au cours de cette période, contre 3,37 milliards de dollars à fin juillet 2021. Cette augmentation touche l'ensemble des familles de produits selon des données officielles. Pour les approvisionnements en carburant ou encore celle des produits semi-finis ayant grimpé de 55,2%, les carnets de commandes du Maroc à l'international ne désemplit pas. Des experts estiment que ces résultats reflètent la mauvaise gestion du Merzen, ce qui a engendré une inflation insoutenable à laquelle les citoyens marocains appelons quotidiennement au départ du Premier ministre marocain Aziz Akhanouch. En Palestine, 1000 prisonniers palestiniens entament une grève de la faim à partir de ce soir. Une grève de la faim illimitée comme première étape d'une série d'actions de protestation contre les pratiques sionistes. Le 21 août, les prisonniers palestiniens ont annoncé le lancement d'une série d'actions de protestation contre l'administration pénitentiaire sioniste. Le nombre de détenus palestiniens dans les prisons de l'occupation est d'environ 4550 selon les données officielles palestiniennes. Et en Palestine, toujours, 2 Palestiniens sont tombés en martyrs ce jeudi lors d'agressions menées par les forces de l'occupation sioniste. Le drame s'est déroulé dans 2 localités différentes de Cisjordanie occupée, El Birah, ville voisine de Ramallah, et Naplouse. Les 2 victimes sont des jeunes hommes de 25 et 26 ans. Mardi, 4 Palestiniens avaient été blessés lors de 2 agressions sionistes dans la région de Naplouse. Et en Syrie, l'aéroport d'Alep a été touché par des frappes de l'entité sioniste. Des dégâts matériels ont été enregistrés. L'Observatoire syrien des droits de l'homme, OSDH, a fait état de son côté de 3 missiles israéliens ayant visé des entrepôts autour de l'aéroport et d'un 4e missile tombé dans l'enceinte de l'aéroport. La défense antiaérienne syrienne a pu intercepter certains missiles. Et au Liban, le Premier ministre désigné Najib Mikati s'est entretenu avec le président libanais Michel Aoun à Barbada hier après-midi. Najib Mikati n'a fait aucune déclaration en quittant le palais présidentiel. Il est à noter que cette nouvelle rencontre entre Aoun et Mikati illustre la poursuite des tentatives d'aboutir à un compromis sur le renflouement du gouvernement. Et direction l'Irak, où la Cour suprême fédérale décide de fixer la journée du mercredi 7 septembre comme date de décision finale concernant le procès intenté devant elle concernant la dissolution de la Chambre des représentants présentée par le mouvement sadriste ainsi que d'autres forces et personnalités civiles. Et face à la crise énergétique que connaît le monde depuis le début du conflit en Ukraine, un accord sur le nucléaire iranien pourrait offrir une alternative non négligeable au gaz russe et permettre d'alléger la facture énergétique de plusieurs pays, notamment européens. Les détails avec Safwan Ben Sabri. En pleine période de tension énergétique, l'Europe est toujours en quête d'alternatives au gaz russe et en de telles circonstances, l'Europe est amenée à soutenir, voire à encourager l'accord sur le nucléaire iranien dans les plus brefs délais. Un accord sur le nucléaire iranien lèvera l'embargo sur les hydrocarbures du pays, ce qui pourrait considérablement alléger la différence entre l'offre et la demande du gaz mondial et des hydrocarbures en général. Concernant le pétrole dont le cours du baril a rapidement grimpé au début de la guerre en Ukraine, l'Iran possède actuellement une réserve de 90 millions de barils stockés dans le golfe Persique et au large de la Chine. Cette quantité pourra à court terme compenser les 1,2 million de barils de pétrole que l'Union européenne importe de la Russie. Sur le moyen et long terme, l'accord sur le nucléaire iranien permettra à l'Iran d'atteindre les 50 millions de barils par jour, une quantité incomparable avec le niveau d'exportation en 2016 de 3,8 millions.
Les 50 millions de barils iraniens adouciraient la facture énergétique de l'Union européenne qui depuis 5 mois se retrouve dans une situation inconfortable, obligée de financer l'offensive russe malgré elle. L'Iran, bien qu'ayant mis l'accent sur le pétrole aux dépens du gaz, dispose de réserves de gaz naturel non négligeables. Après l'accord sur le nucléaire de 2015, les multinationales s'étaient portées volontaires pour l'exploitation du gaz iranien avant que le retrait américain ne vienne changer la donne, limitant drastiquement toute exportation d'hydrocarbures iraniens. Ainsi, un nouvel accord pourrait redistribuer les cartes, permettant à l'Iran de sortir de son isolement économique et pourrait faire perdre à la Russie un levier de pression considérable. Énergie toujours. Selon l'OPEP+, le marché pétrolier aura un léger excédent de seulement 0,4 million de barils par jour en 2022, soit beaucoup moins que prévu précédemment, et ce en raison de la sous-production de ses membres. Ce rapport intervient quelques jours avant la réunion politique de l'OPEP+, du 5 septembre et plus d'une semaine après que le leader de l'OPEP, l'Arabie Saoudite, ait déclaré que le groupe pourrait réduire la production de pétrole. On va parler du conflit en Ukraine à l'heure où les inquiétudes concernant les fuites nucléaires de la centrale de Zaporizhia qui persistent. L'Agence internationale de l'énergie atomique tente d'apaiser les tensions en envoyant une équipe d'experts sur le site. Au même moment, les accusations mutuelles s'accentuent entre Kiev et Moscou autour de la centrale devenue ces dernières heures le centre du conflit ukrainien. Le point avec Amine Touta. 14 experts de l'Agence internationale pour l'énergie atomique ont effectué le déplacement à la centrale de Zaporizhia en Ukraine, avec comme objectif principal éviter une catastrophe nucléaire et l'établissement d'une mission permanente de l'AIEA sur le site en dépit d'importants risques, selon le chef de l'agence, Raphaël Grossi. Nous allons assurer la liaison et consulter le personnel de l'installation. Et je vais envisager la possibilité d'établir une présence continue de l'AIEA dans l'installation, ce qui nous semble indispensable pour stabiliser la situation et obtenir des mises à jour régulières, fiables, impartiales et neutres de la situation sur place. Regular, reliable, impartial, neutral updates of what the situation is there. Dans un contexte sécuritaire lié au risque de fuite radioactive et les accusations mutuelles entre la Russie et l'Ukraine, la mission de l'AIEA semble complexe. Kiev a appelé Moscou à arrêter ses tirs sur la route menant au site nucléaire et les installations proches. Un des 2 réacteurs en fonctionnement a été arrêté en raison de bombardements selon l'opérateur ukrainien. Pour sa part, la défense russe accuse les militaires ukrainiens de perturber le travail de la mission de l'AIEA. Au même moment, les combats s'acharnent entre les 2 parties à l'est de l'Ukraine, notamment à Kharkiv, deuxième plus grande ville du pays, et la région du Donbass contrôlée en grande partie par les forces pro-Moscou depuis 2014. Et on reste en Europe et direction Prague, où les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne ont décidé de suspendre l'accord sur l'assouplissement du régime des visas avec la Russie. Le chef de la politique étrangère de l'UE, Josep Borrell, a déclaré que les ministres réunis à Prague avaient convenu que les relations avec Moscou ne pouvaient pas rester inchangées et que l'accord conclu en 2007 devrait être totalement suspendu. Il ajoute que cette décision rendra l'obtention de visas par les citoyens russes plus difficile et plus longue. Et justement, commentant le durcissement du régime des visas décidé par l'UE, le chef de la diplomatie russe a exprimé le souhait que Moscou ne punisse pas à son tour collectivement les citoyens des pays européens, sans exclure toutefois de répliquer la décision de l'Union européenne de suspendre l'accord sur l'assouplissement du régime des visas avec la Russie, qui a été décidé le 31 août comme sanction pour le conflit en Ukraine, a suscité de vives réactions à Moscou, en particulier celle du ministre des Affaires étrangères Sergei Lavrov, qui assure, je cite, « Nous n'allons pas nous isoler ». Fin de citation. Et le Fonds monétaire international annonce un accord avec le Sri Lanka portant sur un renflouement de 2,9 milliards de dollars étalé sur 4 ans. Objectif de ce nouveau programme, rétablir la stabilité macroéconomique et la viabilité de la dette. Le pays de 22 millions d'habitants est ravagé par une crise économique historique marquée depuis des mois par de sévères pénuries de nourriture, de carburant et de médicaments.
On va parler sport. Avant de se quitter, on va parler football. Le mercato d'été en Europe touche à sa fin. Les clubs jouent leur dernière carte pour convaincre les joueurs de les rejoindre. Ils mettent la main à la poche pour recruter ceux qui sont sur le marché des transferts. Et à quelques heures seulement de la fin du délai légal du mercato, les négociations s'intensifient. Faisal Salah. Des heures qui valent des années ont même des saisons. Les dernières manœuvres des clubs avant minuit, ou même 23 heures, seront improbables et incomprises. Les motivations diffèrent d'un joueur à un autre, l'amour du club ou les sommes d'argent. En termes de folie, le transfert de Luis Figo est toujours le plus controversé de l'histoire du football. Du Barça au Real. En 2022, il est rare de trouver la fidélité de Maldini, de Steven Gerrard ou la Roma de Totti. Les grosses cartes ont été distribuées au début du mercato, que soit Lewandowski, Barcelone, Haaland de Manchester City ou la prolongation de Kylian Mbappé au PSG. Le feuilleton de Cristiano. Ronaldo restera-t-il un joueur de Manchester United? Tout est possible malgré la montée du Portugais dans le bus de Manchester United pour se rendre à Leicester City pour le match de ce soir. Après Fofana, Pierre-Emerick Aubameyang et un joueur de Chelsea, l'international gabonais de 33 ans a été autorisé par le Barça à se rendre au Royaume-Uni pour passer son examen médical à Chelsea et finaliser son déménagement à Stamford Bridge et retrouver l'ancien patron du Borussia Dortmund, Thomas Tuchel. L'accord pour l'ancien attaquant d'Arsenal devrait valoir environ 10 millions de livres sterling et le défenseur Marcos Alonso se déplacera dans la direction opposée. Liverpool sur le point de signer Arthur Melo, un contrat de prêt pour le joueur de la Juve qui a déjà quitté Turin. Un nouveau défenseur à Manchester City, le club a annoncé la signature de Manuel Akanji de Dortmund pour 15 millions de livres sterling. C'est officiel, Everton de Frank Lampard a re-signé Idrissa Gana Gueye du PSG. L'accord vaut 8 millions de livres sterling et le milieu de terrain devrait rester au club jusqu'en 2024. Le FC Barcelone a résilié le contrat de Martin Braithwaite qui devrait durer jusqu'à l'été 2024, libérant l'international danois pour rejoindre l'Espagnol. Malgré l'offre de 20 millions de livres sterling, Aston Villa n'est pas prêt à vendre Douglas Luiz à Arsenal. Liverpool et l'Atlético de Madrid et la Juve sont également intéressés. 2,5 millions d'euros plus un pourcentage de 50% à la revente. L'accord trouvé entre Napoli et Lille pour le transfert de l'international algérien Adamounes. L'Algérien a baissé son salaire pour venir chez les Dogs. Memphis Depay, Frenkie de Jong. Affaire à suivre. Le mercato ne ferme pas ses portes ce soir partout. Au Portugal, les clubs ont jusqu'au 22 septembre et les fans du Sporting pourront toujours rêver du CR7. Le mercato, une affaire à suivre. Donc voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Tout de suite, un point météo. L'information continue sur nos réseaux sociaux. Et moi, je vous retrouve demain. Je vous souhaite une excellente soirée. Bonsoir.